La France tient la 3e place dans le monde pour la production du minerai de fer, immédiatement après les États-Unis d'Amérique et l'URSS. Elle produit plus de 42 millions de tonnes dans 3 bassins. « 230 000 tonnes dans le petit bassin des Pyrénées, 2 750 000 tonnes dans le bassin de l'Ouest, 39 500 000 tonnes dans le bassin lorrain, qui est de beaucoup le plus important. Une industrie sidérurgique très puissante a pris naissance dans le bassin lorrain, auprès duquel s'approvisionnent également les centres sidérurgiques voisins de la Sarre, de la Belgique et du Luxembourg, et, en temps normal, ceux de la Roue. L'apport des mines de fer lorraines au pool charbon-acier est considérable. En voici les données essentielles. Réserve 6 milliards de tonnes. Extraction annuelle, 40 millions de tonnes. Effectif, 26 500 ouvriers, cadres et ingénieurs. Dans sa partie centrale, allant de Metz à la frontière belgo-luxembourgeoise, le bassin a une longueur d'environ 50 km du nord au sud. Sa largeur varie de 15 à 30 km. L'autre partie du bassin, beaucoup moins importante, se situe vers Nancy. Du gisement reconnu appartiennent à la France, 4% au Luxembourg et 1% à la Belgique. Les couches de minerai de fer sont presque horizontales. Bien souvent, une seule couche est exploitable en un point donné, mais il peut y en avoir 2, 3, et même 4 en certains endroits. La teneur moyenne en fer des minerais lorrains est de 32%, humidité déduite. Ils se répartissent en 2 grandes catégories. Premièrement, le minerai calcaire, avec des réserves de 3 500 millions de tonnes. Deuxièmement, le minerai siliceux, avec des réserves de 2 400 millions de tonnes. À la cadence actuelle d'extraction, on peut estimer que les réserves connues assurent au bassin lorrain une durée d'1 siècle pour le minerai calcaire et de 3 siècles pour le minerai siliceux. Les couches de minerai de fer affleurent au nord et à l'est le long de la vallée de la Moselle et s'enfoncent lentement et régulièrement vers l'ouest jusqu'à une profondeur de 250 mètres. Ces conditions naturelles conduisent à 3 modes d'extraction. 3 mines exploitent à ciel ouvert dans les affleurements. 23 mines par galerie à flanc de coteau.
par puits. Il y a 52 puits foncés depuis la surface jusqu'à la formation périphérie. 43 servent à l'extraction, les autres à l'aérage et à la circulation du personnel. Les exploitations à ciel ouvert utilisent des moyens mécaniques puissants, comme cette pelle électrique dont le godet contient 6 tonnes de minerai. La puissance d'une telle machine est de 325 chevaux. Son poids est de 200 tonnes. Des camions de 20 tonnes assurent l'évacuation du minerai. Mais l'exploitation souterraine est de loin le cas le plus fréquent. Et c'est elle qui a nécessité le plus d'efforts pour sa modernisation. « 14 heures. Dans l'ensemble du bassin, l'extraction s'arrête. Le personnel du poste du matin remonte au jour. Celui du poste de l'après-midi prend place dans la cage. Moins d'une minute plus tard, il est au fond. Des trains ouvriers sont formés à la recette du fond et emmènent le personnel jusqu'au chantier d'abattage. Les distances sont grandes. Elles peuvent dépasser 5 km. Pendant que les ouvriers sont acheminés vers leur lieu de travail, disons quelques mots des problèmes que les mines lorraines ont à résoudre. Bien que les destructions proprement dites aient eu une ampleur limitée, la dernière guerre a été une dure épreuve pour les mines de fer lorraines.
en particulier l'entretien, déjà rendu difficile par la pénurie de matière, ne peut être correctement assuré. À la Libération, la situation du bassin était donc fort critique. Les installations et le matériel étaient à bout de souffle. Par surcroît, l'absence de recrutement pendant 5 ans avait considérablement réduit les effectifs. On prévoyait cependant que les mines auraient à faire face à des besoins accrus de minerais. Ces conditions étaient à l'opposé de celles qu'avait engendrées la longue crise qui précéda la guerre et durant laquelle les mines avaient ralenti leur mécanisation afin d'être en mesure de fournir du travail au plus grand nombre possible d'ouvriers. Dans la situation nouvelle de 1945, c'est dans l'accroissement de la productivité, par la modernisation des installations et la mécanisation des différentes phases du travail, que les mines de fer ont vu le moyen de satisfaire les besoins de la sidérurgie, tout en réduisant considérablement l'effort physique des ouvriers. Des investissements très importants, atteignant près de 30 milliards de francs à la fin de 1953, ont été consacrés à la poursuite de cet objectif. Et l'on a vu les rendements par poste d'ouvriers, fonds et jours dépasser le niveau de 5 tonnes 200 atteint en 1938 pour progresser jusqu'à 7 tonnes 500. Ce chiffre ne marque d'ailleurs qu'une étape, car dès maintenant, certains sièges très modernes dépassent le rendement de 11 tonnes fonds et jours. L'ensemble des mines de fer de l'Est tendra vers une productivité comparable après réalisation du deuxième plan de modernisation qui correspond à une nouvelle tranche d'investissement de 47 milliards de francs. Voyons maintenant comment l'exploitation est conduite. La méthode appliquée en Lorraine depuis plus d'un demi-siècle est celle des chambres et piliers. Dans la dernière phase, le dépilage est préparé par des traçages de galeries. Les principales, qui seront les artères maîtresses du réseau ferré du fond, sont creusées à partir du puits. Elles se ramifient en secondaire et tertiaire qui délimitent des panneaux où le dépilage est entrepris en revenant des limites de la concession vers le puits. Le dépilage débute par le découpage de la couche en piliers, long d'une centaine de mètres et épais de 8 à 20 mètres. Les galeries par lesquelles est réalisé ce découpage et qui ont 4 à 6 mètres de large sont les chambres de la méthode des chambres et piliers. Après cette préparation, on procède à l'enlèvement simultané d'un certain nombre de piliers suivant un front décroché à chaque pilier, mais aligné dans son ensemble. L'abattage d'un pilier se fait par tranches successives de 8 à 12 mètres. Une tranche est délimitée par une recoupe qui traverse le pilier en laissant un rideau de minerai du côté des éboulis. Généralement, lorsque l'épaisseur du pilier dépasse 10 mètres, le rideau est lui-même percé en son milieu et il ne reste plus que 2 quilles de minerai. Les quilles sont ensuite amaigries.
Le tortillage à l'explosif provoque enfin l'effondrement du toit, ce qui soustrait à une trop forte pression la tranche de dépilage suivante. Le train de personnel approche de son terminus. Les ouvriers descendent et font encore un court trajet à pied pour gagner les chantiers d'abattage. Le minerai de fer est une roche relativement dure, qui ne peut être abattue à l'explosif. La première opération consiste donc à forer les trous de mine dans lesquels sera introduit cet explosif. Au début du siècle, la foration, comme le chargement, faisait appel à la seule énergie musculaire. Les années postérieures à 1918 ont vu se généraliser l'emploi du marteau perforateur à air comprimé. À ce dernier sont substitués actuellement, chaque fois que c'est possible, des perforatrices à grande puissance, montées sur des affûts automoteurs appelés Jumbo. Elles sont soit électriques, soit à air comprimé et atteignent des vitesses de perforation de 1 à 2 mètres par minute, suivant le minerai. Les Jumbo peuvent être rapidement déplacés d'un chantier à un autre, et chacun d'eux dessert plusieurs fonds d'abattage. Un Jumbo Secoma vient exécuter la perforation dans un nouveau chantier. Avec un tel matériel, le tir systématique est de règle, et la perforation se fait suivant un schéma fixé à l'avance, comportant de 20 à 30 trous. Ces trous, une fois forés, seront chargés d'explosifs. Les bras et les glissières portant les perforatrices sont orientés en fonction de la position des trous à forer. Les articulations des bras sont bloquées. Un moteur auxiliaire applique une forte poussée à la perforatrice qui avance sur sa glissière. Le fleuret pénètre rapidement dans le minerai. Des explosifs consommés dans les mines de fer lorraines sont des cartouches à l'oxygène liquide. Les mines de fer ont, de ce fait, été conduites à créer une société corporative pour la production et la distribution d'oxygène liquide sans coxyle. Cette société a commencé son activité en 1933 et sa production était l'année suivante
de 2 millions de litres. 12 millions de litres d'oxygène liquide ont été livrés aux mines en 1953. Et la capacité de l'usine productrice vient d'être portée à 18 millions de litres. L'oxygène liquide est obtenu par détente de l'air préalablement comprimé à près de 200 kg par centimètre carré. À la sortie des tours de liquéfaction, l'oxygène liquide est emmagasiné dans de grands réservoirs où viennent se remplir des camions spéciaux. Dix camions réservoirs livrent quotidiennement 50 000 litres d'oxygène aux mines du bassin, dont certaines sont éloignées de plus de 100 km. Le contenu du camion est transvasé dans le réservoir de la mine. Les bidons isothermes, destinés au transport de l'oxygène liquide jusqu'aux travaux souterrains, sont remplis par soutirage, puis dirigés vers le puits. Voici le front de la galerie prêt pour le chargement et le tir des coups de mine. Les allumeurs électriques sont placés à l'avance dans les trous de mine. Les fils conducteurs sont également connectés à l'avance. Cette préparation permet de charger ensuite un grand nombre de coups dans un temps assez bref pour que l'évaporation de l'oxygène liquide ne réduise pas sensiblement la puissance des cartouches. Ces cartouches, inertes par elles-mêmes, sont rendues actives par trempage dans l'oxygène liquide. En cas de raté d'allumage, l'évaporation les rend inoffensives en moins d'1 heure. De plus, elles ne laissent aucun résidu dangereux dans le minerai abattu. Le tir abat une centaine de tonnes de minerai. Lorsque les fusées sont dissipées, le personnel revient au chantier et vérifie le toit avant que commence le chargement du minerai. Autrefois, l'effort physique le plus pénible était fourni par les ouvriers qui chargeaient le minerai en berline. Dès 1926, les exploitants
songèrent à introduire le chargement mécanique. Ils constituèrent en commun, sous le titre de Société pour l'étude du chargement mécanique dans les mines de fer de Lorraine, SECM, une société qui, en collaboration étroite avec les exploitants, entreprit soit l'adaptation au chargement du minerai de fer de machines déjà utilisées pour le charbon, soit la construction de machines nouvelles. En outre, après la dernière guerre, les progrès réalisés en ce domaine par les Américains furent mis à profit par les missions d'ingénieurs envoyées aux États-Unis par la Chambre syndicale des mines de fer de France. Des chargeuses à grand débit, construites seulement en Amérique, et des camions navettes furent alors importés. Ce matériel permit d'introduire de nouvelles méthodes d'exploitation dites trackless, supprimant l'usage de la voie ferrée dans les chantiers. La chargeuse électrique Joyce pénètre dans le tas de minerais que ses deux bras mobiles désagrègent et amènent sur un transporteur à raclette. À l'arrière de la machine, le minerai est déversé dans un camion navette. Le camion navette est un engin électrique sur pneus d'une charge utile de 12 tonnes, circulant alternativement dans les deux sens. Il est alimenté à partir d'une prise de courant fixe par un câble qu'un tambour enrouleur maintient constamment tendu. De chargement. Ce sont des trains complets de wagonnets qui défilent devant le camion sans aucune manœuvre pour décrocher les berlines, ni pour les regrouper ensuite en rames. 3 ouvriers, le machiniste de la chargeuse et les conducteurs des deux camions desservent un équipement Joyce dont le rendement est de 400 à 600 tonnes par poste en 6 heures environ de travail effectif.
françaises ont fait, elles aussi, l'objet de perfectionnements considérables depuis 1945. Voici que s'approche l'une des plus modernes d'entre elles, l'estacade de raclage automotrice sur pneus, mise au point par la SECM. La machine est placée en position de travail. Son bâti, relevé pendant les déplacements, est appuyé sur le sol. Des poulies sont fixées au fond de la chambre. Leur rôle est de guider les deux câbles qui assurent le retour à vide du racloir vers le stock de minerai. Un troisième câble, dit câble de tirage, amène le racloir plein vers l'estacade. Il n'y a pas de rail au chantier et le minerai est évacué par camion navette. Un treuil électrique à 3 tambours agit sur les 3 câbles. Les efforts sont réglés par des embrayages à satellite. En enroulant à des vitesses différentes les deux câbles de retour, on peut renvoyer le racloir vers la droite ou vers la gauche. Reprend le minerai amené à l'avant de la machine par le racloir. Il n'y a donc aucun temps mort. Le raclage n'est même pas interrompu par les arrêts de la chaîne imposés par les déplacements du camion. La même estacade peut aussi être montée sur rail. Elle n'est alors pas automotrice. La locomotive nécessaire pour la manœuvre des wagons peut assurer son déplacement. Pour le reste, elle est absolument identique à l'estacade sur pneus. L'usage des estacades de raclage est très répandu. Ce sont en effet les seules machines qui permettent de tenir le personnel et le matériel en dehors des zones où la tenue du toit est douteuse, cas fréquent dans les chambres de défilage. Les performances de ces machines sont excellentes. 200 à 300 tonnes par poste.
avec 3 ouvriers en 6 heures de travail effectif. La Société pour l'étude du chargement mécanique, SECM, dans laquelle sont associés tous les exploitants des mines de fer Lorraine, a son bureau d'études à Briey, au cœur du bassin. C'est là qu'ont été conçues les machines qui, avec l'appoint de matériels étrangers, ont fait croître la proportion de minerais chargés mécaniquement de 5% en 1935 à 48% en 1949 et 83% en 1953. La SECM gère également un magasin central de pièces de rechange, création commune de l'ensemble des mines lorraines. Outre les estacades, la SECM a mis au point ce wagon automoteur. C'est un engin analogue au camion navette, mais circulant sur rail. Son emploi est indiqué lorsque le sol est humide et tendre et que les camions y creusent des ornières, rendant rapidement leur circulation impossible. Une pelle électrique C35 s'approche du tas de minerais à charger. Celle-ci est un modèle datant de quelques années. Elle est construite sur plans établis par la SECM. Un modèle plus récent est doté d'une servocommande hydraulique destinée à réduire les efforts fournis par le machiniste. Utilisé lors du creusement des galeries et des chantiers ou chambres, préparant les panneaux pour un dépilage unique. Une telle machine peut charger 200 à 300 tonnes par poste. L'équipe de 3 hommes dispose également d'une locomotive de chantier pour l'alimentation en berline vide et l'évacuation des berlines pleines vers la gare du quartier.
Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, la voie ferrée est allongée au moyen d'éléments préfabriqués de 2 mètres de long. Le travail de dépose de cette voie provisoire a été mécanisé grâce à l'emploi de chariots élévateurs spécialement adaptés à une telle manutention. La chargeuse catapulte, de dimension beaucoup plus modeste que la pelle P35, convient dans des travaux particuliers dont la production ne suffirait pas pour alimenter une machine plus puissante. Les performances sont en rapport avec la puissance de la machine, 100 à 120 tonnes par poste, mais avec 2 ouvriers seulement. À la différence des engins de chargement et de transport antérieurement présentés, qui sont alimentés en énergie électrique, cette petite machine est actionnée par un moteur à air comprimé. Les terrains en place sont comprimés par le poids des terrains supérieurs. Quand on ouvre une galerie, ils se détendent, se décollent sur tout le pourtour et tombent finalement par plaques. Ils découvrent ainsi de nouveaux terrains et les éboulements se propagent de proche en proche. On peut maintenir tant bien que mal les plaques de roc détachées par un boisage qui doit être très complet pour être efficace. Il a alors l'inconvénient d'encombrer les galeries et chantiers et de s'opposer à l'utilisation des puissantes machines modernes. Il est plus satisfaisant d'empêcher dès le début le décollement des terrains, ce qui peut être obtenu par le boulonnage des bancs entre eux. On maintient ainsi compacte une épaisseur de roche de près de 2 mètres qui constitue une sorte de dalle extrêmement résistante. Généralement, le boulonnage du toit suffit. Il est maintenant très répandu. Un jumbo est utilisé pour forer les trous qui recevront les boulons. Il existe 2 types de boulons. Les boulons à coquille d'expansion et les boulons à fente et coin. Ces derniers sont les plus employés actuellement. Ils sont constitués d'une tige pendue à une extrémité et filetée de l'autre. L'extrémité fendue, munie d'un coin, est introduite jusqu'au fond du trou. On frappe alors sur la tige avec un marteau pneumatique, ce qui provoque l'écartement de la partie fendue et réalise un solide ancrage dans la roche. Une plaque métallique est enfin fortement serrée contre le terrain par vissage d'un écrou sur la partie filetée.
bras des galeries tendent également à se disloquer, elles sont, comme le toit, renforcées par boulonnage ou encore par brochage au moyen de tiges de bois. L'enlèvement total du minerai, réalisé par le dépilage, est suivi du foudroyage du toit. L'affaissement des terrains de recouvrement se propage jusqu'à la surface, créant des cassures par où s'introduisent dans la mine des quantités d'eau parfois considérables. Des pompes puissantes doivent donc être installées et elles évacuent pour l'ensemble des mines de l'Est 5 fois plus d'eau qu'il n'est extrait de minerai. Dans le domaine des transports, entre le chantier d'abattage et le puits, le progrès technique conduit à l'utilisation de grandes berlines, groupées en rames de fort tonnage, circulant à vitesse élevée. Il faut pour cela une voie en rail lourd, posée très soigneusement sur ballast. Et de puissantes locomotives électriques. Le trafic est très important et s'étend sur de longues distances, dépassant parfois 5 km. Pour éviter toute irrégularité dans l'approvisionnement des chantiers en berlines vides, les mines sont amenées à s'orienter vers une formule de régulation ou dispatching analogue à celle des réseaux ferroviaires. Votre rame est-elle prête? Rame 518 prêt. 15 secondes. Rame 518, départ 18h40, en route. En route. La modernisation des moyens de transport au fond entraîne le remplacement progressif des wagonnets anciens de 1,5 tonne à 2,5 tonnes de charge utile par de grandes berlines pouvant contenir jusqu'à 10 tonnes et même 12 tonnes de minerai. Elles sont montées sur roulement à billes ou à rouleau et munies d'attelages perfectionnés.
Certaines de ces berlines modernes, à la fois simples et robustes, sont vidées par retournement dans un culbuteur sans qu'elles aient à être décrochées, grâce à l'attelage tournant dont elles sont munies. Dans d'autres cas, on utilise des berlines de construction un peu plus compliquées, mais dont la caisse basculante évite l'emploi d'un culbuteur. Le culbuteur est également inutile avec les grandes berlines très perfectionnées qui se déchargent par ouverture d'une paroi latérale. Avec aisance des blocs de dimensions importantes qu'autrefois les ouvriers devaient fragmenter pour pouvoir les charger à bras dans les berlines. Mais de trop gros blocs détériorent les installations de manutention des mines et des usines et compliquent le traitement du minerai dans le haut fourneau. La généralisation du chargement mécanique a donc rendu nécessaire l'installation de concasseurs qui ramènent le minerai
à des dimensions comprises entre 15 et 25 cm. Ces concasseurs sont le plus souvent installés au fond, à proximité immédiate du puits. À la sortie du concasseur, le minerai est acheminé vers la surface. Il est rechargé en berline lorsque l'extraction se fait par cage. Aux faibles profondeurs, en effet, une telle installation soutient la comparaison avec des équipements de conception plus récente lorsque la manœuvre des berlines aux abords du puits a fait l'objet d'une mécanisation intégrale. Au fond, un seul homme commande tous les mouvements des berlines. Des commandes à distance actionnées par l'air comprimé lui permettent d'assurer le remplissage des berlines, de faire les aiguillages, de lancer les encageurs pneumatiques qui introduisent les wagonnets dans le cage. À la surface, il suffit également d'un seul ouvrier pour diriger, par le jeu de quelques manettes, les appareils qui assurent la substitution dans les cages des berlines vides aux berlines pleines. Un second machiniste fait fonctionner le pont roulant culbuteur. Mais en dehors de ces deux postes, la manutention des wagonnets est entièrement automatique. L'automaticité règne au fond tout au long du circuit
qui ramène les berlines vides à la station de chargement. Certaines machines d'extraction entièrement automatiques fonctionnent sans machiniste. Dans les mines de création relativement récentes, où les puits sont équipés de skites, le minerai sortant du concasseur se déverse directement dans les trémies de chargement des skites. La trémie se vide automatiquement dans le skite qui remonte le minerai à la surface. Au jour, le déversement du skip est également automatique. Enfin, dans les mines de profondeur assez faible, une solution très nouvelle substitue au puits des galeries inclinées, dans lesquelles des bandes transporteuses assurent la liaison entre la station de concassage du front et les installations de surface. Entre l'installation d'extraction qui l'a évacuée vers la surface et le moyen de transport qui l'acheminera jusqu'à l'usine, le minerai séjourne quelque temps dans les accumulateurs, où il constitue une réserve, dont le rôle est d'amortir les différences journalières entre la production et les expéditions. Lorsque survient une variation importante et durable de la demande de minerai, les accumulateurs ne suffisent plus. Il faut alors recourir au stockage à terre et au déstockage. L'équipement le plus moderne pour de telles opérations est constitué de camions de fort tonnage et de pelles de divers types. Leur journée finie, les mineurs rejoignent la surface. Après avoir fait toilette, chacun rentre chez soi.
Les villages construits par les mines sont d'aspect agréable. Les habitations sont coquettes et confortables. 14 000 logements appartiennent aux sociétés minières lorraines qui logent 60% de leur personnel. Chaque année, les mines de fer mettent en chantier de nouvelles maisons. Leur programme de construction pour la période 1953-1957 porte sur 3 000 logements, dont le coût sera de 7 milliards de francs. Mais souvent aussi, les ouvriers veulent devenir propriétaires et bâtissent eux-mêmes. Les mines se sont ingéniées à faciliter et à agrémenter la vie de leur personnel. Cette laverie automatique libère les ménagères d'une besogne pénible. Au centre d'apprentissage, les garçons peuvent s'initier aux différents emplois de la mine. Les filles se préparent à leur futur rôle d'épouse en suivant l'enseignement ménager. Les salles de fête offrent des distractions variées, cinéma, bal, tournées théâtrales. Les sportifs disposent d'installations adaptées aux saisons, telle cette salle où se succèdent les gymnastes et les joueurs de basket. Telles enfin les piscines et les terrains de plein air pour le football, le basket, l'athlétisme. Arrivé à l'usine sidérurgique, le minerai est déchargé. Repris ensuite par un skip, il est hissé au sommet du haut fourneau. Au pied de l'énorme cuve, le fer du minerai réapparaît sous forme d'un liquide incandescent, la fonte. Pour devenir acier, la fonte doit encore être débarrassée de ses impuretés. Le convertisseur Thomas élimine en particulier le phosphore, apporté par le minerai lorrain, mais dont la combustion permet par ailleurs de maintenir le métal à l'état liquide. Dans des lingotières, l'acier se refroidit et passe à l'état solide. Le lingot, démoulé à haute température, est encore malléable et peut être progressivement amené à la forme voulue par écrasement entre les cylindres des laminoirs. Les premières passes sont faites au blooming. Pour la fabrication des tôles, les installations les plus modernes réalisent le laminage continu. Une succession de laminoirs
fonctionnant automatiquement requiert seulement la surveillance de quelques ouvriers spécialistes. D'acier sont transformés en 1 minute en un ruban de tôle de 2 mm d'épaisseur qui sort de la dernière cage à 30 km à l'heure. À la même vitesse, le ruban de tôle est enroulé sur une bobineuse. Avant expédition au laminoir finisseur, les bobines sont classées selon la largeur et l'épaisseur de la tôle. On ne reconnaît guère le minerai de fer dans ces bobines d'acier, et pourtant, c'est la roche terne que nous avons vu extraire qui a engendré ce métal brillant. L'acier, issu du minerai, est à la base de nombreuses industries. Nos chantiers navals en consomment des quantités importantes. Il en est de même de l'industrie du Sud et de la construction métallique, qui compte nos raffineries de pétrole parmi leurs plus belles réalisations. L'industrie automobile française a pu prendre son essor grâce au développement de la production d'acier, elle-même tributaire de celle du minerai de fer. Le minerai lorrain est à la base de la fabrication des rails en acier Thomas. Ces rails équipent l'ensemble du réseau ferré français, dont la qualité permet aux grands rapides de dépasser couramment la vitesse de 140 km à l'heure. Les 40 millions de tonnes de minerai de fer produites annuellement par le bassin lorrain, ces 6 milliards de tonnes de réserve, assurent une base solide à la sidérurgie française et contribuent ainsi à maintenir notre pays au nombre des grandes nations du monde.